On passe maintenant au point 10.03. Madame Châteauvert. Alors, c'est la période d'intervention du public sur la demande de dérogation mineure. Il n'y en a aucune. 10.04. Correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document. 10.05. C'est la période de questions du public. Alors, si vous pouviez nous rappeler les règles de régie interne, s'il vous plaît. Alors, la période de questions est d'une durée de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom ainsi que le nom de l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions sur un même sujet sont limitées à 3. On vous demande également d'éviter les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Mme Thuillier, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Alors, j'appellerai tout d'abord Mme Shirley Marcel Blanchard. Mais je pense que ça part au fur et à mesure. Quand il fait un peu plus frais, c'est la chaufferette, hein, c'est ça? Oui. Mais je vous dirais que nous, on est collés sur... nous, on a un peu plus frisquet dans le dos, mais... Bien, c'est les joies du plein air, je vous dirais. Madame Blanchard. Oui, bonjour. Mon nom est Shirley Marcel Blanchard, retraitée proche aidante, antiquoise. Ma question, c'est pour M. Normand. Où vais-je stationner mon auto cet hiver? La rue Prieure, entre Christophe-Colomb et Saint-Hubert, on va perdre la moitié du stationnement d'auto à cause d'une piste cyclable. Où vais-je stationner mon auto? Habituellement, lors du premier déneigement, sur la rue Prieure, je mets mon auto là pour 4 à 5 jours, jusqu'à temps qu'il nettoie ma rue Sacré-Cœur qui est à côté. Là, je ne pourrai plus faire ça. Il va falloir que je me lève à minuit du soir et 4 heures du matin. Je ne peux pas aller 70 $ au stationnement en face du Jacques-Coutu, coin Chambord-Fleury. Je ne peux pas aller à une douzaine de rues de là. Je ne peux pas transporter des paquets lourds, sinon je retourne en chirurgie pour mon ventre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Où vais-je stationner mon auto pour que je puisse rester là 4 à 5 jours pendant que j'attends qu'on nettoie ma rue secondaire, qui est la rue Sacré-Cœur. Puis moi, j'ai un stationnement pour handicapés en plus. Puis l'hiver, mon terrain est toujours enneigé. Il y a 2 stationnements pour handicapés sur ma rue, puis le mien est toujours enneigé. Fait que où vais-je mettre mon auto, là? Bien, j'ai une voisine qui m'a dit « Tu peux stationner dans le terrain de la piste cyclable l'hiver. » J'ai dit « Non, les pistes cyclables sont dégagées parce que ça fonctionne l'hiver. » Puis la rue Prieure a été déneigée, déglacée l'hiver dernier, mais pas les rues secondaires. C'est pour ça que j'ai tombé sur la glace dans la rue. Puis au niveau de me promener avec mon chariot de magasinage, bien, je ne pouvais pas ta promenade Fleury. Le trottoir est impraticable. Alors, il faut une auto pour aller faire l'épicerie, là, au lieu de prendre un taxi à tout bout de champ. Où vais-je mettre mon auto? Alors, M. Normand. Alors, vous l'avez nommé, il y a plusieurs éléments dans votre intervention. Il y a effectivement besoin, on souhaite clairement aménager des nouveaux liens cyclables protégés, notamment sur les axes Prieure et Soriol. C'est une demande répétée des résidents. Dans le contexte de l'urgence climatique, on souhaite donner des options de transport actif vraiment plus sécuritaires que ce qu'on a présentement, étendre le réseau, le connecter. Il y a aussi des besoins pour les enfants pour qu'ils se rendent de la maison à l'école. Il y a plusieurs écoles sur le tronçon de Prieure, plusieurs parcs également. Donc, tout ça amène, évidemment, lorsqu'on fait un changement de configuration comme celui qu'on s'apprête à faire, c'est-à-dire une mise à sens unique dans le cadre de Prieure et une mise à sens unique dans le cadre de Soriol, et l'implantation d'une piste cyclable protégée bidirectionnelle, nécessairement, ça amène des chamboulements. Je vous le concède tout à fait, puis on en est bien conscient. Maintenant, on ne fait pas juste dérouler la piste cyclable puis se croiser les bras, je vous rassure. Premièrement, par rapport à votre intervention propre, les pistes cyclables vont être aménagées à partir de 2020, donc ça ne touche pas cet hiver encore, mais vous avez raison que notre souhait, c'est de les entretenir 4 saisons. Ensuite, il y a on a fait des relevés, donc on a fait une douzaine de relevés sur les 2 secteurs.
de jour, de soir, la fin de semaine, les moments les plus critiques. Puis on a pu relever tous les endroits qui étaient les plus chauds, c'est-à-dire où la majorité du temps, la majorité du stationnement était utilisé des deux côtés de la rue. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 3 ou 4 petits tronçons où c'est le cas, sur Prieure et Soriol. Et le vôtre en est un. Donc, Sacré-Cœur et Prieure est effectivement un endroit chaud où il y a sur la rue transversale beaucoup de voitures, puis sur Prieure également. Donc, on en est bien conscient. Vous allez voir en 70.02, l'arrondissement dépose une demande de financement, notamment pour avoir un projet concerté d'alternative à l'auto-solo pour mettre de l'avant notamment du partage de véhicules en particulier. On a étendu les véhicules en libre-service récemment, le réseau Bixi également. On souhaite même mettre de l'avant de potentielles mesures d'accommodation pour inciter les gens à changer leur mode de transport. Tout ça pour que ceux qui peuvent le faire, qui présentement ont 1, 2 ou 3 véhicules et qui peuvent le faire, de ne plus se servir d'autant de véhicules, le fassent. Pour que ceux qui, comme vous, bénéficient d'un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite, puissent avoir accès à un stationnement. Donc, nous, ce qu'on estime, c'est que de toutes les personnes qui ont plus d'une auto, c'est pas toutes les familles ou les personnes qui ont la nécessité d'en avoir une avec l'offre de transport collectif et alternatif qu'on va retrouver dans les secteurs. Et comme je vous le dis, on met de l'avant une multitude de solutions pour accommoder les gens. Ça veut dire pour certaines personnes, surtout le temps qu'on s'acclimate, effectivement, d'avoir à s'adapter à ces changements-là. C'est un bouleversement, c'est certain. Mais nous, ce qu'on croit, c'est qu'on est rendu là, qu'il faut le faire, puis qu'il faut maintenant voir où sont les secteurs les plus chauds, puis trouver des alternatives dans ces cas-là. Il y a aussi la direction. Merci. Madame Blanchard, oui, une sous-question. Il y a aussi la direction sur la rue Prieure. Il faut qu'elle soit de l'est vers l'ouest. Parce qu'au coin de Saint-Hubert et Prieure, les enfants traversent pour aller au parc. Puis ils reviennent à la garderie sur Péloquin aussi. Alors, de ne pas changer la direction unique de la rue Prieure, que ça soit la direction de est vers l'ouest. Ça va être le cas. Monsieur Normand, oui. Oui, ça va être le cas pour une section. Donc, la section de Christophe-Colomb à Saint-Hubert va être de l'est vers l'ouest. Puis pour la section de Christophe-Colomb vers l'est, vers la fin de l'arrondissement, ça va être de l'ouest vers l'est. Donc, ça va rester tête-bêche à Christophe-Colomb, mais sens unique en partance vers l'est à partir de Christophe-Colomb, puis en partance vers l'ouest à partir de Christophe-Colomb. Donc, comme vous le demandez pour votre tronçon. OK, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. J'appelle maintenant Madame Connie Ragosta. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Connie et je parle au nom des résidents de la rue Iberville au nord de Boulevard Gouin. Juste pour vous donner un petit historique et pour justifier nos frustrations, voici quelques petits faits qui se sont passés cet hiver et après je viendrai à la situation courante. Au mois de février 2019, la rue d'Iberville, au nord du boulevard Henri Bourassa, n'a pas eu de collecte de vidange pour 5 semaines. De plus, avec l'hiver que nous avons eu, le sel n'a jamais été mis sur la rue Iberville, au nord de boulevard Gouin, et alors nous avions une belle patinoire. Il fallait mettre des crampons pour aller à nos autos. Plusieurs plaintes pour ces situations avaient été placées au 311 sans aucun résultat apparent. 28 février, j'ai envoyé un courriel à Mme Tullier qui m'a répondu rapidement en me référant à 2 autres personnes, mais après plusieurs courriels, la situation ne s'est pas corrigée. Un voisin a informé Paul Arcan de la situation et lorsqu'il l'a mentionné à la radio, quelques heures plus tard, les vidanges étaient ramassées et la rue a reçu une belle couche de sel. Maintenant, nous avons de la construction depuis quelques mois sur le boulevard Gouin au coin d'Iberville, et maintenant c'est sur Iberville. Et de nouveau, nous avons un problème d'ordures. Les employés de RCI refusent de circuler sur la rue Iberville, maintenant qu'ils peuvent le faire, et refusent d'attendre que les employés du chantier ramassent les ordures et leurs apportent. Ce problème est récurrent depuis le début des travaux. À une occasion, mes voisins ont pris l'initiative de porter les ordures de la rue Iberville sur le boulevard Gouin et ils se sont fait dire par les employés de RCI qu'ils n'étaient pas assez vite. Et ils ont quitté. Les employés de RCI envoient les employés du chantier se promener
leur font des gestes vulgaires et autres. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mes questions. Comment allez-vous régler la situation de façon permanente? Et pourquoi tolérez-vous l'incompétence de RCI? Et pourquoi nos appels et plaintes au 3-1 ne semblent donner aucun résultat? Monsieur Normand? Alors, merci pour votre question. Effectivement, ce n'est pas normal. La plupart des tronçons de l'arrondissement sont bien desservis par RCI. Moi, je note évidemment votre tronçon puis le bout de rue pour tous les problèmes que vous souliez. Monsieur Paquin, qui est le directeur des travaux publics également, puis on va pouvoir faire un suivi dans ce cas-là. On a vécu avec l'entrepreneur précédent des problèmes qui étaient dus à une rétention de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est dû à ça également? Potentiellement. On peut, nous, en tout cas, certainement s'asseoir avec l'entrepreneur puis voir qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Dans le cadre des travaux, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus compliqué également. Les travaux ne nous ennuient. Je dois admettre, ça a très bien été. On a une très belle communication avec le représentant de la ville et même avec le directeur du projet. Mais ça implique que les entrepreneurs ou RCI amènent effectivement les ordures à un endroit. Fait que des fois, ça amène un petit peu de complications, mais ça ne devrait pas être le cas. Puis ouais, je vais juste oui, excusez-nous. terminer. On a bien compris. Merci, M. Normand. Fait que donc, je vais nécessairement prendre le détail de ce que vous nous exposez, puis on va s'asseoir avec M. Paquin, directeur des travaux publics, pour voir comment on peut les suivre puis éviter que ça se reproduise chez vous. Parce qu'en été, je peux vous dire que ça ne sent pas les roses par chez nous. Avec les vidanges qui restent dehors, c'est sûr qu'on ne les rentrera pas à la maison. Je comprends bien. Tout à fait. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'appelle maintenant M. Raymond Labbé. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Puis bienvenue spéciale à la nouvelle commandante, là. J'espère qu'elle va y être un peu plus longtemps que son prédécesseur. Ça fait qu'il a passé comme une flèche. Puis vu que Mme Goulet l'a oublié, j'aimerais saluer spécialement ceux qui nous regardent de la maison. Je les salue. Merci, M. Labbé. On voit bien que vous êtes un habitué. Oui. Merci. Bon, madame, ma question s'adresse à la présidente. J'aimerais savoir, hey, moi, là, je suis pas capable. Là. Ici, là, je sais pas si vous avez voulu bien faire, là, mais vous avez manqué votre coup. On a le bruit là, on est dans le passage des avions. Je me demande le mois prochain où est-ce que c'est que vous allez nous emmener. Le mois prochain, on retourne à Chabanel, mais vous savez, ça vaut la peine de visiter l'arrondissement. C'est très grand. Là, merci de vous être déplacé de Bordeaux-Cartierville pour découvrir ce parc. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Merci d'être venu de Bordeaux-Cartierville pour découvrir le parc Henri-Julien ici. Oui, en tout cas. J'espère que ça ne se répétera pas trop souvent dans les parcs. Ma question s'adresse, j'aimerais savoir, c'est quand qu'on va avoir notre parc, là, le parc Lefebvre, sur la rue Cousineau. Quand ils ont commencé les travaux, ils ont dit qu'ils allaient nous le livrer pour avril 2019. Puis là, le printemps passé, ils nous ont dit que c'est remis à l'automne. Mais là, c'est tout placardé encore, il n'y a pas de changement. Je ne sais pas, y a quelque chose? Tout à fait. Donc, on a vérifié avec la Ville qui fait ses travaux. Le chantier est effectivement poursuivi en ce moment pour plusieurs semaines et même probablement plusieurs mois. Vous avez sans doute vu un peu l'ampleur du chantier. Là, c'est gigantesque, la construction du bassin de rétention. Et surtout les tunnels. Là, il y a 2 ou 3 tunnels qui communiquent 2 bassins de rétention ensemble, qui vont aussi plus loin communiquer avec les égouts. Donc, on est en attente en ce moment de l'échéancier très précis de la part de la Ville-Centre. Et dès qu'on le rend, si vous le souhaitez, on pourra vous le communiquer. Bien oui, jamais je croirais que la Ville a fait affaire avec des piouis. Mais un entrepreneur, il doit savoir. Il savait qu'il y avait des tunnels à faire, puis il savait qu'il y avait ci, puis il y avait ça. Il ne s'est pas trompé d'une semaine, il ne s'est pas trompé d'un mois, là. Là, c'est remis de 6 mois, puis là, vous dites il y a encore des travaux pour plusieurs mois. Hey, c'est qui, ça? Bien, vous savez, des bassins de rétention, c'est très, très rare qu'on en construise. D'ailleurs, il va en avoir 4 dans les prochaines années à Montréal, mais ça fait
En fait, je sais même pas le dernier, quand est-ce qu'il a été construit. Puis en plus, la technologie change. Donc, vous avez raison, c'est des travaux d'ampleur. C'est des travaux qui sont parfois modifiés au fur et à mesure. Puis, on vous assure que vraiment, on suit le dossier auprès de la Ville. Puis, dès qu'on a un échéancier, on va communiquer avec vous directement. Ce qui veut dire que les entrepreneurs, ils n'étaient pas de taille, ils ne savaient pas dans quoi ce qu'ils s'embarquaient. Bien, ils ont quand même des connaissances très précises, mais c'est compliqué sous terre. Là. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui est sorti, là, des tonnes et des tonnes de matières rocheuses, de terre et tout ça, c'est vraiment majeur comme travaux. Mais ça va aider par la suite quand il va y avoir des pluies intenses. Bien oui, ça va aider. C'est au moins 6 mois. Puis là, si vous dites que c'était un autre 6 mois, il va y avoir une petite légère augmentation de sa facture. Hein? Là, je n'ai pas dit que ça serait un autre 6 mois. Là. Mais vous avez dit plusieurs mois. Oui, plusieurs mois, mais ça ne veut pas dire que ça va être 6 exactement. Dès qu'on a plus d'informations, là, on communiquera. Si vous m'auriez dit 1 mois, là, j'aurais compris. 2 mois, j'aurais compris. Mais vous avez dit plusieurs mois, là, on peut monter à 36 mois de plus. Non, je vous assure que ça ne sera pas 36 mois supplémentaires. Ici, au Québec, on accepte tout. Je pense qu'il y a juste le centre Vidéotron à Québec qui ont construit, qui sont arrivés dans le budget, puis sont arrivés avec la date limite. Ça a été fantastique. Ça a fait le tour de la province. Mais ici, à Montréal, là, je pense qu'on est habitués. On n'est pas capable de se départir de la mafia. On le dit aux nouvelles, là, sont encore dans le bout ici. Là. Ça fait que puis vous avez de l'air à encaisser ça. Vous avez de l'air... Non, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chantiers qui terminent vraiment à date aussi. Madame Giano voudrait vous donner un complément d'information. Ouais. Non, mais vous avez raison de poser la question parce qu'on me pose la question sans cesse. Les gens qui habitent sur Somerset et les gens qui habitent sur Cousineau, surtout les gens qui habitent sur Somerset parce que c'est l'entrée du chantier se fait sur Somerset. Alors, je pense qu'on peut s'engager pour au moins vous donner une réponse avant le prochain conseil ou dans les 2 prochaines semaines parce que moi aussi, j'ai besoin de l'info. Alors, je sais qu'on l'a communiqué à Ville-Centre pour qu'ils nous reviennent avec l'échéancier. Mais c'est une bonne question parce qu'on me la pose sans cesse. Bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi. Puis vous y penserez 2 fois avant de refaire ça d'impact. Là. Ça doit coûter quelques dollars de plus, faire les installations, tout ça. Le bruit, ça se paye aussi. Merci. Merci, mais vous voyez, c'est quand même mieux dans un parc que de fermer une rue tout ce temps-là. J'appellerai maintenant Mme Pauline Carignan. Bonsoir. Bonsoir. Madame la greffière, j'aimerais que vous remettiez ces photos à Madame Thuillier, s'il vous plaît. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Alors, j'habite sur la chapelle au coin de Périneau et présentement, il y a un chantier pour le futur édifice du Cassis. Et c'est un projet qui bouleverse ma vie et qui menace de me ruiner. Alors, je voudrais vous en reparler. J'ai apporté des photos, Madame Thuillier. Mon intervention s'adresse à vous parce que j'aimerais que vous preniez connaissance à la photo 1 du magnifique érable qui, depuis des années, me remonte le moral parce que j'habite un quartier défavorisé, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes au courant. Donc, la présence de cet arbre-là était vraiment, primordiale pour moi. J'aimerais que vous regardiez la photo 2. Samedi, on est venu couper l'arbre en 2. Alors, au lieu d'une belle cime pleine de feuilles, là, on voit le tronc et des branches. C'est le festival de la branche, tout à coup. Et je crains pour la survie de l'arbre parce que les racines vont être coupées de moitié. Et j'espère que... Et aussi, il va être privé de soleil avec l'édifice de 5 étages qui s'en vient. Donc, j'espère de tout cœur que cet arbre-là va survivre pour me donner un petit peu de verdure et combattre les lots de chaleur dans lesquels je vis actuellement. Et la construction n'aidera en rien les lots de chaleur puisque le toit vert qu'on prévoit
c'est à peu près 1/10 de la grandeur du toit. Alors, c'est rire de nous autres d'appeler ça un toit vert. Maintenant, Madame Thuillier, j'aimerais que vous regardiez la photo 3. On voit que les piliers à gauche de l'édifice ont été implantés et on voit la future vue que j'aurai. Donc, je vais avoir une vue imprenable sur les portes de garage d'un édifice commercial quelconque, là. Il ne s'identifie même pas. Alors, ça va être ça, ma vue, d'un côté, puis de l'autre côté, ça va être l'arbre coupé en deux. Lors d'une séance publique, Madame Thuillier, vous m'aviez dit que la construction du cassis augmenterait la valeur de nos propriétés, parce que je ne suis pas seule, nous sommes 6 copropriétaires. J'aimerais ça que vous me disiez, dans les éléments que je vous présente, lesquels contribueront à augmenter la valeur de nos copropriétés. Alors, on suit beaucoup ce dossier-là avec vous, on communique beaucoup avec vous aussi régulièrement. C'est sûr qu'une construction dans sa cour, c'est difficile, c'est certain. Et puis, le projet du cassis en était un de plein droit, mais c'est sûr que ça cause des désagréments, et surtout pendant la période de construction. Et ensuite, vous avez raison que ça va changer par rapport au petit bâtiment d'un étage garage que vous aviez derrière chez vous, d'avoir cet édifice-là, ça va changer. Par contre, l'ensemble de la rue, du secteur La Chapelle, Laurentien, la Ville investit près de 60 millions de dollars ou un peu plus. Ça fait en sorte que le quartier se revitalise. Ça fait partie de la revitalisation parce qu'un garage d'un étage où il se passe on ne sait pas quoi par rapport à un édifice, il va y avoir des activités communautaires, il va y avoir des gens qui vont se réunir là. Oui, ça change positivement. Puis il y a beaucoup d'autres choses qui vont changer sur la rue Laurentien. Puis ça prend un certain temps, mais à terme, c'est clair que le quartier va en être revitalisé. C'est pour ça qu'on dit que le quartier se revitalise. Et depuis 10 ans, le quartier s'est revitalisé, mais c'est sûr que ça ne se fait pas en un changement de doigt, en un claquement de doigts, par contre. Monsieur Bordelot est ici avec nous, puis Monsieur Côté et toute leur équipe suivent les chantiers, parce que quand il y a des chantiers comme ça, ils doivent avoir des permis, donc ou pour occuper le domaine public ou pour couper des arbres. En fait, pas couper des arbres, mais justement pour ne pas couper des arbres, il doit y avoir des mesures de protection aussi. C'est des choses que l'arrondissement surveille, et c'est pour ça qu'on s'est parlé aussi régulièrement dans les dernières semaines. Donc, le chantier est surveillé. N'hésitez pas à communiquer aussi avec nous à chaque fois que vous voyez des choses, mais je peux vous dire que ça fait partie de ce qu'on appelle la reconstruction de la ville sur elle-même. Oui, il y a des endroits où il n'y a presque rien qui est construit, qui se reconstruisent avec le zonage du nombre d'étages qui est à peu près le même sur votre rue d'ailleurs. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce que vous parlez de revitalisation du quartier. Moi, je vous dis qu'on s'en va vers une place l'Acadie à grande vitesse et on va s'en reparler, je vous le promets. Parce que l'embellissement du quartier, là, j'ai quelques informations à vous livrer à ce propos-là. Maintenant, dernière question qui est reliée à la construction du cassis. La semaine dernière et cette semaine, la rue Périneau a été fermée sans qu'on soit prévenu d'aucune façon, nous, les résidents. Je voudrais savoir, est-ce que c'est le cassis qui ferme la rue ou bien si c'est l'arrondissement? Et si c'est l'arrondissement, pourquoi on n'a pas eu la bonne idée de nous prévenir, nous, les citoyens qui vivons tous les inconvénients de cette histoire-là? Alors, pour fermer une rue, il faut que l'entrepreneur vienne chercher un permis, ça s'appelle d'occupation du domaine public à l'arrondissement. Et théoriquement, il y a une communication qui se fait. Donc, s'il n'y a pas eu communication dans ce cas-là, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que l'arrondissement a fait des démarches d'ailleurs auprès du cassis. Et le cassis, pour les besoins de leur construction, parce que ça existe, là, des fois, pour certains besoins, on doit fermer, là, comme la clinique. Je comprends. Exactement. Donc, comme vous le comprenez très certainement, le cassis va fermer 3 jours la rue en septembre, mais en venant chercher son permis à l'arrondissement, et à ce moment-là, vous aurez l'information précise
quel jour la rue sera fermée, parce que le permis a été demandé, ce qui n'est peut-être pas ce qui est arrivé la première fois, parce que si vous n'avez pas eu d'informations, effectivement, ce n'est pas normal. C'était le 4e jour aujourd'hui. Parce que la semaine passée, ça a été fermé 3 jours. Fait que je pense que le CACI n'en fait qu'à sa tête, là. J'ai même l'impression que c'est eux autres qui dirigent l'arrondissement, là, par les temps qui courent. Mais moi, je ne comprends pas que tout ce chantier-là, à aucun moment, les résidents ont été informés de quoi que ce soit, de tous les inconvénients qu'on a pu vivre. Et c'est très inquiétant d'avoir un futur voisin comme ça. Je vous remercie, Mme Thuillier. Merci, Mme Carignan. Je passerai maintenant à Mme Janine Renaud. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Madame la mairesse, nos élus, nos directeurs de service. Ma question, je l'ai adressée au responsable des parcs culture et M. Gauthier. Il va me revenir là-dessus. Je vais juste faire 2 commentaires, si je puis. Yes. C'est un plaisir de voir les rues pavées. Celles qui ont été comme Christophe Colomb, Henri Bourassa, devant l'éco-centre l'Acadie, puis j'ai toute une liste. C'est un délice. En tout cas, ça nous gâte. Hein? Bon. L'autre chose que j'aime bien quand on lit le projet d'ordre du jour, qu'il y ait les numéros avec les explications, les recommandations qu'il n'y avait pas dans le temps. Là. Ça fait, je ne sais pas, quelques mois, mais ça, c'est appréciable plutôt que toujours le carton, le gros carton. Merci beaucoup. Merci. Bonne entrée à tout le monde. Donc, vous avez déjà posé votre question à M. Gauthier, c'est ça? Oui, il va me revenir, je suis confiante. Ah, bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je passerai maintenant à M. Gilles Larocque. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais me dépêcher, il n'y a pas trop de bruit, parce qu'autrement, quand ça part, là, quand tu as des bébites dans les oreilles, tu deviens fou. C'est pas un cadeau. Je modifie ma question parce que je voulais revenir sur le dernier conseil, puis Mme Seminaro m'a répondu à la plupart de mes interrogations. De sorte que ce ne sera pas la question sur l'endettement, mais j'ai trouvé un point 3006. J'ose croire que ça sera toujours marqué comme ça. Autoriser un virement budgétaire de 1 300 000, virgule, en provenance de la réserve de déneigement. Donc là, c'est bien clair. Ça dit que ça vient de la réserve. Puis c'est ça que je voulais, que ça soit toujours marqué comme ça. Mais relié à ça, là, moi, la question que je me pose, est-ce que c'est comme si vous aviez augmenté le budget déneigement de 1 300 000? Est-ce que c'est une modification au budget déneigement, le 1 300 000 qui est là, puis vous allez chercher l'argent dans les réserves, c'est ça? Tout à fait. Je vais laisser le plaisir à Mme Seminaro de vous répondre. On a un budget initial au niveau du déneigement de 2,9 millions pour ce qui est le déneigement en régie. En début d'année, comme vous savez, il y a eu beaucoup de neige et les conditions climatiques nous amènent aussi à plus sortir, entre autres pour le déglaçage, tout ça. Et notre budget initial de 2,9 millions était avec 150 cm. Il nous restait, on a un budget pour 200 cm. Donc, on fait des prévisions d'ici la fin de l'année. Et on a prévu qu'on aurait un manque à gagner si la neige tombe. Donc, on va chercher l'argent dans les réserves qui modifie notre budget initial. C'est ça, qui augmente de 1,3 million. Oui. Et puis, jusqu'à la fin de l'année, s'il neige, on va prendre l'argent là-dedans. Et si jamais il y a moins de neige, l'argent va retourner au niveau des réserves. OK. Voilà. Je reviens, c'est pas long non plus, de celui-là, là, sur le fameux règlement d'emprunt, un des 3 règlements d'emprunt du mois de décembre. Là. Faites juste m'expliquer ce que ça veut dire. Les dépenses relatives à ce règlement d'emprunt seront à la charge des citoyens de l'arrondissement selon les modalités prévues à l'article 4 du règlement. C'est quoi ça, l'article 4 de quel règlement? Puis c'est quoi les dépenses relatives à ça? C'est-tu les intérêts et le remboursement? Tout à fait. Madame Seminaro,
Mais sur le concept général, parce que là, sur le règlement d'emprunt précis de décembre, Ouais. là, on ne l'a pas sous les yeux, mais sous le concept général. Hein. Écoutez, j'ai pas le règlement devant moi. Initialement, comme on s'est parlé, je vais prendre tous les renseignements et je vais vous revenir là-dessus. Je vais vous sortir les comptes de taxes ou l'argent par rapport aux emprunts, tout ça. Mais là, j'ai pas les documents ici pour vous répondre. Non, mais Je vais vous répondre à la fin. Je vais vous demander d'ajouter, qu'est-ce que ça veut dire, ça, à la charge des citoyens exactement, puis comment ça va être fait, ça, là. Puis le règlement 4, rien que ça. Ça, OK. effectivement. Madame D'accord. Sinaro pourra Oui. vous transmettre l'information. Et quand vous aurez votre compte de taxes, vous pourrez regarder, il y a plusieurs lignes. Ah, ça, je Et- les connais par cœur, là. Ah, Bien, une de ces lignes-là, c'est celle-là. mais non, Alors, les non. lignes que vous connaissez par cœur, il y en a une que c'est les taxes relatives aux services de l'arrondissement. Ben Et oui, c'est ce d'accord, dont on oui, il y en a parle tout à deux, l'heure. il y en a deux, même, là. Deux Exactement. taxes, c'est Il y a- les taxes locales. Il y a les taxes, bien, la taxe du budget de fonctionnement, mais il y a une taxe relative aux services qui Oui. est pour le PTI, ce dont vous êtes en train de parler tout à l'heure. Sauf Mais qu'il peut-être y a qu'on pas- pourra s'en reparler autour de la feuille d'avis de taxes foncières et on vous expliquera les différentes lignes. D'ailleurs, c'est C'est- sur le site Internet de la Ville, là, vous voyez toutes les lignes. OK, merci. Merci beaucoup. Monsieur Jocelyn Chevrier. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Jocelyn Chevrier. Je demeure juste en face du parc Henri-Julien. Très beau parc, aire de baseball, aire de jeu, aire de soccer, aire d'entraînement. C'est merveilleux. Le problème, c'est que depuis environ 5 ans, plus ou moins, peu importe, il y a beaucoup de voyous. Il y a beaucoup de voyous, des bums, je dirais même des gangs de rue qui sont toujours stationnés en face de nos demeures. On est quelques familles, plusieurs familles qui commencent, on commence à trouver ça très spécial, même désagréable. On peut même appeler ça un petit peu de la terreur. Ils vendent de la drogue. Peut-être même proxénète, pas là, mais d'après moi, c'est comme un... Ils attendent le call pour envoyer les filles à destination. Ils stationnent en face de nos maisons. Donc, à toutes les fois qu'on s'assied sur le perron ou, exemple, j'ouvre ma porte de garage, les premières personnes que je vois, c'est eux stationnés devant nous. Fait que, tu sais, ça fait peur un petit peu. Puis, même qu'ils stationnent où il y a des vignettes, puis les personnes de la ville passent tout droit. D'après moi, ils ont peur à ces gangs-là. Ils sont 2, 3, 4, 5, 12 personnes. 1, 2, 3, 4, 5 voitures, le jour, le soir, 3, 4, 5, 6 fois par jour. Cette année, on n'a pas eu ce problème-là cet été, à cause que la rue ici est en construction. Alors, ça a été un très bel été pour nous, malgré la construction. Habituellement, c'est le contraire, mais on a apprécié. J'aimerais savoir si le service de police est au courant, qu'est-ce qu'il peut faire. Puis, regardez là, on a jusque-là, il faut s'en débarrasser. Alors... Bien, écoutez, c'est pour ça qu'on a toujours quelqu'un, un des commandants avec nous. Donc, Mme Garneau, je ne sais pas si elle a de l'information très précise. Par contre, sur ce dossier-là, je vais lui céder la parole. Mais ceci dit, tout ce qu'elle entend ici, elle le partage avec le commandant. Nous, on est dans le 27 ici, là. Avec son collègue, elle peut le partager. Madame Garneau, est-ce que vous avez de l'information un peu sur ce excusez-moi, dossier-là? juste Pardon, une petite oui. chose très simple. Là, même qu'il y a plusieurs personnes de notre entourage qui demeurent ici, on décide de passer par la ruelle au lieu de passer par la rue parce qu'on sent un petit peu... on ne se sent pas chez nous. Madame Garneau? Monsieur Chevrier, merci. Si les gens prenaient le temps souvent de nous informer des problématiques comme ça, on n'est malheureusement pas toujours au courant. Puis quand on arrive, souvent les problèmes se règlent, mais on n'a pas le plaisir de constater tout ça. C'est effectivement en relatif au PDQ 27, donc je vais vérifier avec M. Diotte, le commandant du PDQ 27, s'ils sont déjà au courant de la problématique. Moi, Puis, je vais faire vous un dire suivi. qu'ils sont déjà au Excusez-moi. courant. On appelle souvent le 911 et la présence policière ne vient pas rapidement et ne passe pas souvent. Pourtant, ça pourrait être si simple régler ça.
parce qu'on s'entend qu'ils sont comme stone, pas mal. Puis je ne sais pas c'est quoi le règlement, pardon, par rapport aux potes, là. Ils ont-tu le droit de fumer, premièrement? Il y a des aires de jeu, il y a des enfants. Si c'était un parc seulement piéton, j'aurais pas de problème avec ça. Le problème, c'est vraiment un lieu... Il y a des enfants, là, qui sont à 15 mètres de eux, là. Alors, le règlement municipal, je ne le connais pas, mais les policiers sont au courant. J'ai appelé à quelques reprises. On appelle le 911, puis... Regardez, là, je vais être le témoin, je regarde, ils viennent 40 minutes après, peu importe, il n'y a pas de présence de police. Puis c'est si simple à régler ça, c'est stone, ce monde-là, ils vendent de la drogue d'ailleurs, puis on a juste à attendre sur le coin de la rue, paf, excusez l'expression, là, t'es pognes toutes, c'est fini, t'en pognes un, faculté affaiblie, t'en pognes un autre, faculté affaiblie, on fait ça 4-5 fois, ils ne viennent plus dans le parc. En tout cas, ça, c'est pas la recette miracle, mais il faut s'en débarrasser, absolument, parce que le parc, nous, on demeure ici depuis des années, là, c'est plus agréable. Je m'assis même plus en avant, ils sont en face de chez nous. Je pars un samedi, bouteille de vin, moi puis ma femme, on s'en va au resto, j'ouvre la porte, on quitte la maison. Dès que tu fermes la porte, les têtes se revirent. Les lumières sont fermées, ils savent. Oui. Mais M. Chevrier, c'est pour ça qu'il y a une séance du conseil d'arrondissement, justement, pour exprimer des préoccupations. On est de nombreuses personnes à entendre. Mme Garneau s'est engagée à en parler avec le commandant du PDQ 27 et votre conseiller municipal, M. Parizeau, voudrait rajouter un élément aussi. D'accord, merci. Bonsoir. J'ai rencontré plusieurs de vos voisins là, qui sont dans la salle. On en a discuté. J'en ai moi-même parlé au commandant Diotte. Il y a, comme vous le disiez, là, dans le fond, avec les travaux qui ont eu lieu cet été, il était très peu présent. Le commandant Diotte avait fait envoyer des véhicules quelques fois pendant l'été pour faire des check-ups. La problématique, c'est ça. C'est qu'il était très peu présent. C'est au niveau du stationnement en peigne, là, où il stationne beaucoup. Donc, on est au courant. Comme vous le dites, vous avez appelé plusieurs fois la police. Le commandant était conscient du fait qu'il y avait eu plusieurs appels. Puis je suis bien d'accord avec vous là, que c'est pas normal que quand vous sortez de chez vous, vous avez un sentiment d'insécurité continuelle. Donc, on est au courant. C'est juste que là, cette année, grâce aux travaux, vous n'avez pas vécu ça. Vous avez vécu plein d'autres choses, mais vous n'avez pas vécu ça. Donc, on est conscient. Puis je vais faire un suivi l'année prochaine avec le commandant Diotte sans problème, quand vous aurez une rue pavée. Oui, puis on regardera les infrastructures qu'ils ont faites, puis il faut vraiment remédier à ça. D'accord. D'accord? Merci de votre présence. Merci, bonne soirée. J'appellerai maintenant Mme Diane Blanchette. Bonsoir. Moi, je demeure aussi sur la rue Saint-Denis. Peut-être juste parler dans le micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous pouvez le baisser un petit peu. Oui. Je demeure aussi sur la rue Saint-Denis. Je suis voisine de la personne qui est passée avant moi. Ils ont changé les lumières des lampadaires dans le parc, juste en face de chez nous. Je ne sais pas pourquoi ils les ont changés, mais ça n'a pas de bon sens, là, c'est noir. C'est noir, c'est... Même quand tu sors le soir, tu rentres chez vous, tu as peur, là. Surtout qu'il y a des gangs. Là, il n'y en a pas cet été, mais on en prévoit arriver. Moi, je vois mal mes enfants arriver le soir avec les gangs, puis pas de lumière dans le parc. C'est très sombre, je pense. Je ne sais pas si c'est du DEL, quelle sorte de lumière ils ont mis, mais c'est pas efficace du tout, là. Surtout que c'est dans les branches, en plus. Là, il y a des arbres. Un lampadaire est dans les arbres. Tu vois pas, c'est épeurant, là. Tu vois même pas le bord du parc. Alors, c'est probablement effectivement le changement au DEL. Monsieur Bordelot, peut-être peut nous expliquer là, ce qui est en train de se passer et quelles sont les étapes de changement des lampadaires aux lumières DEL. Oui, bonsoir. Moi, tantôt, avant que vous quittiez, j'aimerais ça vous m'indiquer exactement quelles sont les lampes, parce que le relampage au DEL, il concerne l'ensemble de l'île de Montréal. On a eu sur les artères un problème différent. Ça éclairait trop, puis c'est grâce aux des gens comme vous qui avaient intervenu qu'on a pu diminuer, parce que chaque lampadaire est doté d'une cellule intelligente qu'on peut l'ajuster. Par contre, sur les rues locales, c'est une problématique inverse qui s'est passée, c'est que les gens nous soulignaient que les lampes éclairaient pas assez, puis ça faisait un changement. Dans de cas spécifiques comme ça, où il risque d'avoir de l'incivilité, à ce moment-là, si j'ai exactement les lampes, je pourrais faire des vérifications à quelle intensité elles sont, entre guillemets, dimées, là, réglées. Puis si elles sont basses, avec une de mes consoeurs, on pourrait, pour un tronçon spécifique,
pour justement des motifs comme votre prédécesseur puis vous mentionnez, accroître une sécurité puis faciliter le travail de mes collègues policiers à ce moment-là. Mais j'ai besoin de savoir exactement. Fait que tantôt... Le lampadaire, là, il est vraiment où les autos... Excusez-moi, juste reparler dans le micro pour qu'on vous entende bien, s'il Où vous les plaît. autos commencent à stationner en parallèle. OK. C'est là, C'est là? OK, bon, c'est correct. Là, À il ce fait noir, vous allez voir. OK. À ce moment-là, tantôt, je sortirai puis je regarderai, là, mais c'est bien. Mais On veut comme pas je non vous plus dis... le gros spotlight, là, mais c'est comme... Ça éclaire pas du tout, là. Comme je vous dis, si je comprends bien la problématique que vous énoncez, c'est suite à un changement, Oui. puis l'éclairage n'est pas comme il était. Puis d'autant plus que c'est pas d'un côté où il y a des résidences, parce qu'on a aussi des commentaires à l'effet que c'était plus éblouissant. Donc, mais comme c'est de l'autre côté de la rue, puis il n'y a pas personne, bien, je vais faire un suivi avec ma collègue. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant Madame Jacqueline Lemaire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi, j'habite la rue d'Auteuil et entre Henri Bourassa et Prière, il y a une partie de la rue où c'est interdit de stationner de 9h à 21h. Cependant, le reste de la partie de la rue où moi j'habite, j'ai une vignette et je ne peux pas me stationner parce qu'après 10 heures, ce sont tous les gens de Laval qui viennent stationner. C'est comme des mouches, là. À compter de 10 heures, ils s'en viennent. Et moi, quand j'arrive de travailler le soir à 8 heures, je n'ai plus de place pour stationner. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, il y a tout un processus. Madame Goulet, oui, on a fait des vérifications. Là, quand j'ai vu votre question, vous avez soumis une requête à cet effet. Absolument, récemment. depuis 2017, la requête. 2 modifications ont été faites le mois dernier, en août. Il y aurait 4 places de plus avec vignettes qui ont été installées sur d'Auteuil entre Henri Bourassa et Prieur. Et la zone estuaire aussi a été étendue la fin de semaine, entre 9h et 21h. Vous dites que ce n'est pas suffisant? Je vous dirais qu'avec la réfection de la rue qui a été faite, au bout de la rue, ils ont fait comme un rond-point, oui, si vous voulez. Tout à fait, de protection, comme ça. là, oui, un voilà, du côté refuge est piéton. Et du côté ouest. Oui. Et ça nous enlève chaque côté 2 voitures. Donc, 2 du côté est et 2 du côté ouest. Alors, moi, quand j'arrive le soir, je dois aller près de Prieur et La Verdure pour me trouver un stationnement. Je ne trouve pas ça normal. Et en plus, le règlement de la vignette cette année, c'est 60 $ pour la première. Et la deuxième, maintenant, c'est 150. Les tarifs? 150 $. Je trouve ça fort cher. Écoutez, je prends bonne note de votre situation. Il y a des zones problématiques, là, ça arrive souvent là, dans les zones de vignettes. On essaie toujours de trouver un équilibre entre le ratio vignette et place sans vignette dans les rues. Mais on va porter une attention particulière à votre rue. Et je pourrais vous revenir sans problème. Si vous permettez, j'aimerais ajouter quelque chose aussi. Oui, bien sûr. Toujours à la hauteur, le tiers de la rue, d'Auteuil et Prieur, ça a toujours été cette même, comment je pourrais dire, largeur de rue, où nous, on vit cette situation depuis tellement d'années, alors qu'un peu plus au sud de Prieur, c'est beau. Les gens ne stationnent pas là. Les gens ont peur de marcher, alors que nous, qui payons nos taxes et tout, on n'a pas de place pour stationner. Alors, Madame moi, je vais Lemaire, revenir à la charge, quitte à avoir une pétition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très frustrés de la situation. C'est ça, Madame Lemaire, on entend bien votre commentaire. D'accord. Madame Goulet l'a noté. Puis, on peut changer les heures aussi. On a fait des changements là, récemment sur des rues pour mettre des heures les plus adéquates pour éviter un peu ce que vous venez de dire. Donc, on va regarder votre rue, comment on peut mettre les heures les plus adéquates pour faire en sorte que les résidents puissent se stationner. C'est ça l'objectif d'avoir des vignettes. Parce qu'ils ont marqué une nouvelle signalisation et on a tous été surpris. C'est exactement les mêmes heures. Ça a été étendu à la fin de semaine, 9h à 21h. 21h. Vous voudriez que ce soit
davantage que étendue. ce soit prolongé jusqu'à Prière. Parce que tous les gens de Laval viennent stationner dans nos rues. Pas juste chez moi, là. D'accord. La Verdure, Grande Allée, Berry, Saint-Denis, on vit tous la même chose. Et c'est pour ça qu'on met des vignettes. Donc, Voilà. on va suivre votre dossier. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Madame le maire. Merci. J'appellerai maintenant M. Richard Dolbec. Oui, bonsoir à Bonsoir. tous. Premièrement, j'aimerais vous remercier d'avoir eu l'idée de tenir dans le parc cette assemblée. C'est magnifique, c'est une vraiment bonne idée. Au mois de peut-être mai, ce serait encore une meilleure idée parce que ça a provoqué une espèce de nettoyage du rond-point que j'ai jamais vu avant. Ah bon? C'est la grande séduction. Vous savez, au mois de mai, on était dans les inondations. Ça mais bon. fait 2 ans qu'il n'a pas passé de balai mécanique devant, puis dimanche matin, 8 h, il a fait 10 fois le tour pour être sûr que ça soit propre. Super! D'accord. Merci beaucoup. Ce qui est de mon intervention, j'ai eu la chance de parler à M. Bordelot avant d'entrer. Ma question était au niveau de la hauteur des trottoirs qui me semble pas à la bonne hauteur. Le problème avec ça, ce qui m'amène ici ce soir, c'est que j'ai laissé 2 messages au 311 depuis qu'ils les ont coulés. Un message au bureau d'arrondissement, un courriel au bureau de la mairesse et j'avais eu aucune réponse, et cela en plus de 19 jours. C'était ça mon problème ce soir. La seule chose que je demandais, pas de venir casser un trottoir tout de suite, mais simplement de possiblement le mesurer, être sûr avant qu'il fasse tout le reste, que ce soit comme voulu, comme les spécifications. Parce que, bon, moi, il me semble bas, mais mon œil à moi et ce qu'il y en est, comme discuter avec M. Bordelot, ça peut être bien différent. Ce que je demande, c'est de mesurer avant de continuer tout le reste, puis de tout casser, comme c'est arrivé au coin de Sauvé et Berry, il y a environ 4-5 ans que ça a fait une piscine. Alors, merci, M. Bordelot. On va communiquer ensemble, faire le suivi. Deuxième chose, on parlait aussi des lumières dans le parc un peu plus tôt. Il y a les lampadaires de rue qui ont été changés. Ça, je ne vois pas de problématique. Mais la problématique qui est, depuis 2 ans, je crois qu'il y a eu un incendie à un moment donné dans les petits lampadaires tout le long des sentiers. Et c'est ceux-là qui n'éclairent pas. On peut regarder à l'extérieur. Il y en a quelques-uns d'allumés, mais tout ce qui est dans le rond-point et le long ici s'est éteint. C'est là que la petite criminalité, la racaille s'installe. Le soir, la nuit, ça brasse pas mal. Puis c'est un sentiment d'insécurité pour certaines personnes. Alors, de vérifier pourquoi ces lumières-là n'allument pas et les faire allumer serait une bonne chose. Tout à fait. On en a parlé d'ailleurs avec M. Parizeau tout à l'heure avec un autre de vos voisins. Donc, M. Parizeau, si vous voulez compléter peut-être. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de vos voisins devraient vous dire... bon, ça marche pas, je pense. Hein? Ouais, Ça marche pas? Micro, s'il vous plaît. Non, pas de micro. Allô? Bon. Beaucoup de vos voisins devraient vous dire merci. Vous avez été un des premiers à communiquer avec moi puis à me donner une liste de choses à regarder. On va vérifier avec M. Bordelot qu'est-ce qu'il y en a avec les lampadaires. Mais on est conscient. Puis je pense que c'est beaucoup ça, la problématique là, qui était soulevée par l'autre citoyenne qui habite sur Saint-Denis sur les lampadaires et l'éclairage de rue. C'est que les lampadaires dans le parc qui donnaient un peu de lumière sur l'éclairage de rue ne fonctionnent plus. Donc, c'est 4 ou 5 lampadaires là, qui ne fonctionnent plus sur le côté. Tout ce qui est dans le rond-point ici, là, en sortant, vous allez possiblement pouvoir les voir. Là. Mais on va aussi prendre bonne note pour l'année prochaine, M. Paquin, du nettoyage du rond-point. Parce que c'est vrai que quand je suis venu avec le citoyen, c'était très, très peu propre. Puis même du côté nord du rond-point, il y avait des autos stationnées dimanche matin. Puis ça n'a pas été nettoyé et on voit les feuilles du printemps. Mais je vais aussi faire un mot pour une autre citoyenne qui était dans la salle qui m'a interpellé quand je suis rentré sur la présence des camions dans le parc qui passent sur des qui ne sont pas pavés, des sentiers, en fait des pas sentiers du tout, qui passent dans le parc. Là, on m'a répondu tout à l'heure qu'ils passent dans le parc parce qu'ils ne pouvaient pas passer sur le sentier ici, mais je vais aussi en discuter avec les travaux publics pour que les camions qui coupent les coins, là, vous m'en aviez parlé, il y a plusieurs citoyens qui me sont interpellés par rapport à ça. Il y a beaucoup de creusage. Beaucoup de ces camions toujours stationnés le soir devant où il y a la toilette, qui ont mis une petite pancarte aujourd'hui justement pour aller débarrer une porte, comme on avait discuté. Mais je vais faire un suivi avec les travaux publics. C'est très bien. Tout le monde a mon numéro. On peut être tous les citoyens ici sont vos yeux. Vous ne pouvez pas être toujours ici, évidemment. Alors, s'il y a des questionnements... Vous avez des très bons yeux. On est les bienvenus. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.
J'appellerai maintenant Mme Lorraine Patnaud. Que la dame a quitté. En tout cas, on a son sujet et ses coordonnées. On pourra communiquer avec elle. Alors, je passe maintenant à M. Normand Monette. Il a quitté aussi. Alors, il avait une question sur le règlement de déneigement. J'en profite peut-être pour vous en donner 2 mots parce que je l'ai oublié dans mon message du début. Il y avait tellement de choses. Puis en fait, on est en été. On n'a peut-être pas envie de parler d'hiver, mais nos équipes ont travaillé tout l'été pour préparer le prochain hiver. Donc, vous allez voir tout à l'heure dans les points du conseil d'arrondissement, on va adopter quelques contrats pour louer des appareils pour pouvoir mieux faire les opérations de déneigement. Et nous mettons aussi sur pied un règlement concernant la neige que les gens déposent sur le domaine public. En fait, on s'est inspiré de d'autres arrondissements où ça fonctionne très bien. Et à partir de maintenant, en fait, depuis toujours, il est interdit de mettre la neige de notre terrain dans la rue, mais il y a des gens qui le font. Et il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, peut-être ne peuvent pas la mettre ailleurs. Ceci dit, dans un souci d'équité, on vient réglementer et de faire en sorte que si les gens veulent mettre la neige de leur terrain dans la rue, ils doivent venir chercher un permis à l'arrondissement pour un coût de 50 $ pour tout l'hiver. Et pour les 8 logements et plus et les édifices commerciaux et tout ça, ça marche plutôt au mètre carré de surface. Alors, sachez que c'est un des points dont nous allons parler tout à l'heure au conseil d'arrondissement. Et évidemment, quand ça sera adopté, il y aura une campagne de communication pour que vous puissiez bien être informés de ce nouveau règlement. Alors, je passe maintenant à M. Frédéric Prévost. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse, ainsi que tous les autres gens ici présents. Je suis arrivé à Annecy en 2012. C'est mon premier conseil à lequel je participe. La raison, c'est que par rapport à une construction qui a lieu sur la rue Saint-Laurent, près de la rue Mongeau, de 10 350 Saint-Laurent, une bâtisse qui est présentement en construction depuis quelques mois. Il a eu son permis au mois d'avril, il a commencé la construction au mois de juillet. Sauf que là, le monsieur... il est pour 3 sujets, il y a 3 aspects. Dans son permis, il avait dit qu'il garderait un conifère. Le conifère, on ne le voit plus. Fait, je voudrais savoir c'est quoi les modalités pour la suite des choses à ce sujet-là que la Ville pense entreprendre. L'autre aspect, c'est le bruit. Quand il fait beaucoup de travaux après 19 heures, mais vu que c'est un travaux qui est dans une structure d'acier, il y a beaucoup de choses de métal, fait que ça fait du bruit. Puis il n'a pas le droit. C'est sûr que j'ai appelé au 3-1, mais il le fait encore. C'est tellement prêt à le faire qu'il essaie des grosses lumières pour le faire encore plus. Puis le dernier point, c'est le permis, il n'est pas affiché, même si on a fait au moins 2 voisins appeler la Ville, que le permis n'est pas encore affiché. C'est sûr que c'est gênant d'afficher un permis que tu t'appliques pas à 100%, mais il faut quand même qu'il le fasse. Puis fait que c'est pour ça qu'on voulait avoir des nouvelles sur la Ville. J'apprécierais avoir des informations de la Ville, idéalement par la personne qui a signé le permis, qui est le directeur, pour connaître la suite des choses, puis les modalités qui vont être pour la compensation du non-respect du permis. Merci pour votre question. Madame Goulet? Oui, merci. Je suis passée voir la construction sur la rue Mongeau. D'autres résidents de la rue Clark ont appelé à l'arrondissement à ce sujet, M. Prévost. C'est un projet de plein droit qui a passé devant le comité consultatif d'urbanisme. Alors, et plusieurs demandes de modifications pour mieux intégrer architecturalement le bâtiment ont été demandées. Je n'avais pas entendu parler du conifère à préserver. Ça, on va faire des vérifications à ce sujet-là. Et peut-être M. Bordelot. Et je sais aussi que des inspecteurs sont allés, j'imagine, en ce qui concerne le bruit, plusieurs fois. Une inspectrice doit s'y rendre dans cette semaine. Là. Okay. Alors, je vais laisser la parole à M. Bordelot pour le suivi. Ça. En fait, votre intervention a l'avantage d'être très claire sur 3 points spécifiques que j'ai notés. Donc, on va envoyer quelqu'un de nos ressources faire une inspection et on va vous rappeler définitivement. Bien gentil. Merci beaucoup. Et pour terminer la période de questions, j'inviterai M. Denis F. Côté. Il a quitté aussi. Non, il est là. Venez nous joindre à l'avant.
Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. D'abord, ma question est au sujet du baseball. Alors, je suis heureux de l'emplacement. On est entouré de terrains de baseball ici. J'aimerais déposer un document en 3 exemplaires. Une pour M. Parizeau, qui est responsable des sports à Montréal, une pour la mairesse et une pour l'arrondissement, officiellement pour la greffe. C'est pas tout, je reviens parler. Pas de problème, pas de problème. Alors, je suis un spécialiste en sport et loisirs. J'ai déjà intervenu sérieusement dans les domaines des échecs, du tennis, du baseball, du hockey-ball et du hockey sur glace. J'ai même déjà travaillé 4 mois aux Jeux olympiques de Montréal, mais je ne vous dirai pas quelle année. Il y a une bonne volonté que Montréal reçoive une équipe de baseball professionnelle. Beaucoup d'observateurs, dont moi-même, ne croient pas qu'il y ait un marché suffisant pour un retour à Montréal dans le baseball majeur qui est très dispendieux. Que penseriez-vous que Hansik reçoive une équipe de la Ligue Can-Am au stade Gary Carter du parc Hansik? Des équipes de cette ligue ont des amateurs et des beaux stades, notamment à Ottawa, Trois-Rivières et Québec. Alors, dans le document que j'ai déposé, il y a 7 images, puisqu'une image vaut 1000 mots, puis que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, c'est seulement 2 pages, et puis il y a 7 images pour vous montrer le potentiel de la Ligue Can-Am en termes de stade puis de plaisir des amateurs. Alors, c'est sûr, ma question, c'est que penseriez-vous d'une équipe de cette ligue-là dans Hansik? Ce serait une manière de faire plaisir aux amateurs de baseball qui rêvent en vain au retour des fameux amours. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs personnes autour de cette table qui sont ou dans l'arrondissement ou responsables des sports et loisirs à la ville. Donc, c'est un projet qu'on travaille tout le monde ensemble. L'amélioration des installations au stade Gary Carter, tout en respectant l'environnement naturel qui est exceptionnel au parc Hansik. Donc, nous avons plusieurs discussions et je laisserai M. Parizeau vous glisser un mot sur quelques éléments, là, puis toutes les normes entourant le baseball, il les connaît bien mieux que moi. Oui, bonsoir. Écoutez, vous m'avez interpellé quelques fois quand même sur les médias sociaux sur cette question-là. J'ai discuté avec Maxime de Baseball Québec qui m'a exprimé, dans le fond, le nombre de places nécessaires pour accueillir une équipe de la Ligue. La problématique avec le stade Gary Carter, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Puis, en fait, c'est pas la volonté de l'arrondissement, mais c'est pas la volonté non plus de la ville, nécessairement, d'investir pour faire des estrades de grande envergure comme ce l'est dans le stade des Capitales à Québec. Donc, je comprends ce que vous dites sur la question des expos. On va laisser les gens travailler pour ceux qui veulent le retour des expos. On va laisser travailler pour accueillir une équipe à Montréal, mais ça ne sera pas au stade Gary Carter qu'on va pouvoir accueillir une infrastructure suffisante pour accueillir une équipe de la Ligue Can-Am. Il y a la problématique de la conservation des espaces verts. On va travailler à l'amélioration de Gary Carter comme stade pour la Ligue actuelle avec les Orioles qui jouent là. C'est des infrastructures qui sont à mettre aux normes. Donc, il va y avoir une mise aux normes de ce terrain-là pour en faire un pôle régional de baseball, mais pas nécessairement pour accueillir une équipe semi-professionnelle comme la Ligue Can-Am. On va plutôt travailler pour que les gens de Hansik-Cartierville, les jeunes qui jouent au baseball de Hansik-Cartierville, mais aussi les gens qui jouent au baseball à Montréal face à d'autres équipes de plus petites divisions que la Ligue Can-Am puissent avoir une infrastructure de qualité à Montréal. Est-ce que, comme question secondaire, je peux simplement faire des félicitations? Alors, une félicitation, c'est pour M. Normand, qui parle d'urgence climatique au lieu de parler de changement climatique. C'est agréable d'entendre des mots sérieux pour un problème sérieux. Et puis aussi féliciter l'arrondissement pour son programme imprimé et sur web des sports et loisirs. Moi qui voyage beaucoup, qui compare les arrondissements, je pense que c'est un des meilleurs des arrondissements, sinon le meilleur, avec les organismes bien présentés, avec leur logo. Alors, félicitations à ceux qui ont fait ça. Merci. Bien, merci beaucoup. Ça finit bien notre période de questions. Merci pour vos commentaires.
Alors, nous passons maintenant au point